Il a retenu effectivement cette absence de démonstration de lien de causalité, etc. Donc nous avons été déboutés purement et simplement. Depuis 1998, 2600 familles ont signalé des effets secondaires graves suite à ce vaccin. Faut-il y voir un lien de cause à effet? Pour certains médecins, le doute subsiste. Et donc ce vaccin-là, si vous voulez, il ne contient pas le vaccin de l'hépatite B. Donc comme je ne suis pas très partisan pour faire ce vaccin chez les nourrissons, donc je ne le fais pas systématiquement. Allez, on y va, 1, 2, 1, voilà, c'est fini, on lève. Terminé. Voilà. Je pense que c'est un vaccin utile pour certaines personnes, dans une certaine frange de la population à risque. Mais quand un adolescent ou un adulte a une sexualité classique, ne prend pas de drogue intraveineuse ou nasale, n'est pas amené à être vacciné, à être transfusé ou dialysé ou opéré multiples fois, il n'a aucun risque de contracter cette affection qui se transmet par voie sexuelle ou par voie sanguine. Donc là, le bénéfice-risque, il est très très discutable. Pour estimer le risque, le docteur Le Ouezec s'est plongé dans les chiffres de l'assurance maladie. Nombre de vaccins vendus, cas de sclérose en plaques, il en a fait des courbes. Si on compare les deux courbes, sclérose en plaques et vente de vaccins, on s'aperçoit que 1994, 1995, 1996, ce sont les 3 années où il y a eu le plus de vaccins vendus en France. Et comme par hasard, c'est juste à ce moment-là qu'on a une augmentation du nombre de scléroses en plaques nouvelles et du nombre de maladies neurodégénératives graves. Le constat semble évident, mais pour l'Agence du médicament, il ne prouve rien. L'AFSAPS ne s'appuie que sur des études épidémiologiques, celles qui comparent vaccinés et non vaccinés. Il en existe une douzaine qui convergent en majorité vers la même conclusion. L'ensemble des études épidémiologiques qui ont été menées, tant en France qu'en Europe ou à travers le monde, n'ont pas permis de mettre en évidence un lien significatif et probant entre le geste de la vaccination et le déclenchement d'un épisode de démyélinisation et donc d'une sclérose en plaques derrière. Des études rassurantes qui pourraient clore les polémiques, à condition qu'elles soient irréprochables. Pour la revue Prescrire, seule revue médicale indépendante, ça n'est pas vraiment le cas. L'essentiel de cette recherche est financé par les firmes pharmaceutiques, qui sont dans un conflit d'intérêts majeur, puisqu'elles sont chargées de financer et d'évaluer elles-mêmes les médicaments qui servent à leur faire fortune. Alors évidemment qu'il y a des tentations très importantes de biaiser la recherche, de biaiser les résultats, de ne présenter que ce qui est favorable et de laisser les ennuis dans l'ombre. Et puis d'autre part, ça fait que beaucoup d'experts de tel ou tel médicament, de telle ou telle maladie, sont sollicités par les firmes pharmaceutiques, parce qu'il faut bien qu'elles les fassent, les études. Et on se retrouve avec des gens qui sont le matin au service de l'Agence du médicament et l'après-midi au service des firmes pharmaceutiques. Ben, ça marche mal. Ça marche même très mal. À tel point qu'il a fallu une nouvelle loi sur la sécurité du médicament. La loi du 29 décembre 2011 mise tout sur la transparence. Vous le savez, nous avons élaboré ce projet de loi avec Nora Béra à la suite du drame du Mediator pour qu'il y ait clairement un avis. L'enjeu est clair, les experts qui évaluent les médicaments doivent être totalement indépendants. Cette réforme doit redonner confiance. Confiance dans le système du médicament. C'est une réforme qui comporte des dimensions législatives, réglementaires, d'organisation interne et de gouvernance. Sur son site internet, l'Agence du médicament rend donc désormais publiques ses commissions d'autorisation de mise sur le marché. Mieux, les experts soupçonnés de conflit d'intérêts sont exclus de ces commissions. Ni M. Détilleux, ni M. Jacot, ni M. Marzin, ni M. Claude, ni M. Tillemand, ni M. Biour, ni M. Montagne ne sont présents dans la salle. Et par ailleurs, donc ça, ce sont les conflits d'intérêts potentiels que nous avions détectés. Si d'autres membres ici présents en ont, il est encore temps de le dire. Le directeur en est fier, le rituel est même entré en vigueur avant la loi. On distribue à tous les membres la liste de tous les intérêts de tout le monde. D'abord, c'est important que chacun connaisse. Il y en a qui n'en ont pas. Et là, c'est le rappel à l'ordre. On vérifie que monsieur... On a analysé nous-mêmes qu'il y avait des conflits. D'accord? Donc on demande soit aux gens de ne pas venir, soit on vérifie qu'ils sont sortis.
pas qu'ils influencent, même par leur présence silencieuse, la commission. Une bonne volonté manifeste, mais récente. Alors, pour l'hépatite B, faute de se fier aux expertises officielles de l'époque, les médecins de prescrire ont épluché eux-mêmes toutes les données. Est-ce que ça veut dire que ces études ne sont pas fiables? Alors, de ce qu'on a constaté, nous, à prescrire, c'est qu'il y a toujours une marge d'incertitude, mais que, dans l'ensemble, le vaccin de l'hépatite B ne provoque pas particulièrement la sclérose en plaques. Pas de lien statistique, donc, entre le vaccin et la maladie, même pour les observateurs indépendants. Mais alors, comment expliquer les cas qui se sont déclarés juste après une vaccination? Certains chercheurs ont une piste. Hôpital Henri Mondor, à Créteil. C'est ici qu'après son vaccin contre l'hépatite B, Caroline est venue chercher des réponses à ces questions. Elle est accompagnée par sa mère, parce qu'elle ne peut plus conduire. Bonjour. Bonjour. Elle souffre d'une maladie mal définie, que certains appellent myofascite à macrophage. Les symptômes sont devenus plus aigus avec les années. Donc les douleurs, elles sont situées où principalement? Alors dans le dos, ouais. Lombaire et puis cervical, hein. Ouais. La main droite. Ouais. Quand vous dites la main, c'est des douleurs des articulations, alors, c'est global? C'est l'impression qu'on m'écrase les os. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes Oui, les troubles cognitifs, énormes. Ouais, c'est-à-dire je ne conduis plus, puisque je me perds. Je dois emprunter un chemin que je prends tous les jours, et puis tout d'un coup, je ne sais plus du tout où je vais aller, donc je me suis retrouvée à appeler mon mari, parce que je ne savais plus la destination. Sur des trajets parfaitement connus, tout à fait. sans difficulté. Tout à fait, ouais. Ok, donc on va... Depuis les années 90, le professeur Rottier a vu défiler de nombreux patients souffrant des mêmes symptômes, très proches d'une sclérose en plaques, sans que le diagnostic concorde. Quand j'appuie, ça vous fait mal? Oui. D'accord. Quand j'appuie sur le là, ok, ici. Personne ne savait ce que j'avais des examens qui n'étaient pas bons, mais rien ne convergeait vers un diagnostic sensé. Donc c'était le brouillard autour de ce que j'avais. Donc c'était visuel, on voyait que j'allais pas, il y a des fois où je ne pouvais pas me lever, donc c'était... Mais personne ne trouvait ce qui se passait. Voilà. À l'époque, le professeur Rottier se lance alors dans une procédure de recherche. On voit des patients, on leur fait des biopsies parce qu'ils ont des symptômes qui nous paraissent justifier une biopsie musculaire. D'ailleurs, il n'y a pas que nous qui le pensons, les gens nous sont envoyés par des cliniciens, des collègues. On fait des biopsies et on tombe sur une lésion qu'on ne comprend pas. La biopsie consiste à prélever un petit morceau de muscle au niveau du bras pour en observer ensuite les cellules au microscope. Et voilà ce que les chercheurs ont observé. La présence anormale de petits cristaux noirs de l'hydroxyde d'aluminium. Des particules qui servent d'adjuvant pour de nombreux vaccins, dont celui contre l'hépatite B. On a réinterrogé tous les patients, on allait les voir, on leur a demandé de ressortir leur carnet de vaccination, on a fait une enquête policière en quelque sorte, et on a vu que tous les patients, sans exception, avaient reçu un vaccin contenant de l'hydroxyde d'aluminium dans les 10 ans qui précédaient la biopsie. L'aluminium est donc encore présent dans le muscle plusieurs années après un vaccin. Mais reste-t-il au niveau du muscle? Pour le savoir, les chercheurs ont injecté de l'hydroxyde d'aluminium fluorescent à des souris, afin d'en suivre le cheminement. On a injecté le muscle tibial de la souris, et après, on s'est intéressé à ce qui se passait dans les ganglions lymphatiques, dans la rate, le foie, le sang et le cerveau. J4 après l'injection, donc au 4e jour, le ganglion, comme vous le voyez ici, se remplit de particules fluorescentes. Et ensuite, ces cellules vont sortir du ganglion et aller dans la circulation générale, et elles gagnent différents tissus, et notamment le cerveau. On peut observer des images comme celle-ci de certains neurones, c'est une image rare bien entendu, ayant accumulé un nombre assez important et assez impressionnant de particules. Le neurone, comme n'importe quelle cellule qui incorpore une particule, déclenche un programme inflammatoire, mais il est connu que des réactions inflammatoires de cette nature-là sont la cause directe des pathologies inflammatoires comme la sclérose en plaques ou des maladies neurodégénératives comme la sclérose latérale
un amyotrophie, par exemple. Cet aluminium dans le cerveau pourrait-il alors expliquer les symptômes de Caroline? Entendez-vous bien? Le professeur Autier, lui, n'hésite pas à faire le lien. Vous avez des patients qui développent des troubles cognitifs qu'on est incapable d'expliquer. Et on voit que chez l'animal, quand on injecte de l'hydroxyde d'aluminium, il y a la pénétration d'aluminium dans le cerveau, aluminium qui est un neurotoxique. Même si ce n'est pas une démonstration formelle, c'est quand même un fort argument, une forte présomption. Voilà. L'hypothèse est séduisante, mais elle n'explique pas tout. Donc comment expliquer qu'on vaccine énormément de personnes en France, notamment pour l'hépatite B avec la campagne de vaccination qu'il y a eu entre 1994 et 1997, et que finalement, à l'arrivée, il y a eu un nombre certainement encore sous-estimé, mais relativement limité, de patients qui développent des troubles. Donc tout ça, ça nous a conduit à émettre l'hypothèse très tôt d'une prédisposition génétique. Ce serait donc à la fois cette prédisposition génétique, combinée à l'aluminium, utilisé comme adjuvant, qui pourrait expliquer les cas comme Caroline.